Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Michael Cosson, député de la première circonscription des Côtes-d'Armor. Il est avec nous en direct. Voilà, on a repris nos esprits après la chronique de Christophe Hamon. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ce matin de cette motion de censure qui finalement n'a pas été votée. Le Parti socialiste s'est divisé. 8 députés socialistes ont tout de même voté cette motion de censure, mais il y a une fracture à gauche. Est-ce que finalement, j'allais dire d'une façon un peu provocante, François Bayrou a bien joué? Je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de jouer en ce moment, vu la conjoncture dans laquelle nous sommes, mais peut-être qu'aujourd'hui il s'agit plutôt de trouver des sujets sur lesquels on puisse se rassembler. Et que cette motion de censure ne soit pas votée, je veux juste vous rappeler que depuis 2022, ce ne sont pas moins plus d'une vingtaine de motions de censure qu'ont déposé la France Insoumise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on y accorde un peu plus d'importance parce que la dernière est passée. Mais auparavant, c'était tous les 15 jours quand on en avait une, ce qui a valu qu'il y a 99% des censures qui ne passent pas. Avec là aussi le Rassemblement national qui n'a pas souhaité censurer le gouvernement, attendant des propositions. Et finalement, c'est là la clé peut-être du dénouement de cette crise difficile. Ce sont les propositions et comment elles seront accueillies alors par les députés et plus largement par le monde politique. Oui, et puis j'ai envie de vous dire plus largement, c'est ce que les Françaises et les Français attendent. Parce que du coup, se concentrer sur justement ce que veulent entendre les personnes qui composent l'hémicycle, je crois que c'est réduire les attentes qui sont bien plus importantes. Et qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui et qu'est-ce qui a été demandé au mois de juin? C'est que justement ces députés de la nation qui se révèlent normalement semblant représenter la patrie s'occupent un peu moins de leur parti, pour justement se préoccuper des attentes des Françaises et des Français. Et il y a des sujets sur lesquels nous sommes attendus, et à chacune des forces politiques de se rassembler et de trouver des compromis, plutôt que d'avoir des postures qui ne font que bloquer et n'apporter aucune solution aux Français. Avec des Français qui se sont éloignés au fil du temps du monde politique, qui n'ont plus confiance finalement. J'ai même envie de vous dire que c'est plutôt le monde politique qui s'est éloigné des Français. Alors oui, dans l'autre sens, oui, on entend souvent dire que à un certain niveau, les politiciens sont déconnectés du terrain. Alors c'est pas le cas des députés finalement, qui sont aussi sur le terrain. Moi, ce que je réclame, et puis peut-être mon expérience de 2 années passées au sein de l'hémicycle, c'est que le quotidien de l'Assemblée nationale, en tout cas des textes qu'on va défendre, correspondent au quotidien qu'on peut avoir quand on est sur le terrain. Et souvent, on est amené à parfois aborder des sujets qui ne sont pas forcément la préoccupation première, mais qui vont l'être une fois que vous êtes en hémicycle, parce qu'on va vous charger de lecture de textes qui sont pas forcément en corrélation avec ce que vous aimeriez peut-être aborder, et comme beaucoup d'élus locaux ou habitants ou associations ou entreprises que vous croisez au quotidien cette fois-ci. Et ça c'est vrai que c'est la frustration qu'on peut connaître, et j'espère que du coup 2025 va permettre de pouvoir se concentrer sur les sujets qui rassemblent plutôt que sur ceux qui divisent. Alors il y en a un qui divise, c'est la réforme des retraites. Aujourd'hui, François Bayrou a décidé de discuter avec les partenaires sociaux, de voir comment cette réforme des retraites pourrait être peut-être amendée d'une certaine façon. Améliorée en tout cas. François Bayrou a eu raison de remettre l'ouvrage sur le métier. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la plus grande des frustrations. Elle est née de cette réforme des retraites qui a, par la méthode, souvent été décriée. Et moi, le premier. J'ai eu l'occasion à l'époque de pouvoir dire ce que j'en pensais. Et que moi, j'aurais voulu justement qu'elle soit accompagnée d'une grande réforme sur le travail. Vous savez, je crois que tant qu'on continuera à aborder la question de la vie professionnelle comme un tunnel dans lequel on vous attache à un wagon à la sortie de l'école pour en sortir au moment de la retraite, c'est pas forcément quelque chose qui donne envie. Et je crois qu'aujourd'hui, la question de la retraite, c'est d'abord être pragmatique. Est-ce qu'on veut continuer à avoir ce système que beaucoup de générations ont bénéficié et que les générations d'avenir puissent également en bénéficier? Et pour cela, qu'est-ce qu'on est capable de pouvoir faire comme concession pour pouvoir le maintenir? Ou alors est-ce qu'on décide que finalement c'est plus un système qu'on souhaite et donc il faut tout revoir totalement? Je crois qu'aujourd'hui on est tous attachés à ce système. Maintenant en fait, permettons de créer les conditions qui permettent de pouvoir le maintenir. Et quand on est jeune, qu'on a une vingtaine d'années, qu'on démarre sa vie professionnelle, parfois éloigné de sa vie, du lieu où on a grandi, est-ce qu'on est attaché à quelque part de devoir être contraint par un nombre d'heures à la semaine?
ou alors on a envie d'avoir une plus grande liberté. On a envie peut-être, et on n'arrête pas de le dire, que lorsqu'on s'engage dans la vie professionnelle, on est amené à faire plusieurs métiers. Comment ça se fait que l'éducation nationale ne soit encore concentrée que sur une formation initiale? Je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin d'être accompagné tout au long de sa carrière professionnelle pour que ça devienne un moment d'épanouissement et pas un tunnel dans lequel on s'engouffre. Avec une jeune génération qui aujourd'hui travaille très différemment des générations précédentes, avec des amplitudes horaires différentes, avec le télétravail qui a aussi gagné beaucoup la société aujourd'hui, avec beaucoup de déplacements parfois dans d'autres pays. Bref, on ne travaille plus en 2025 comme on travaillait il y a encore 20 ou 30 ans. Là aussi, il va falloir, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, accompagner cette réforme, changer un peu les mentalités, c'est ça aussi l'idée? Tout à fait. C'est vraiment en fait de considérer cette part de vie qui est la plus importante lorsqu'on arrive sur Terre, eh bien en fait de mieux la considérer, mais également considérer le travailleur comme quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, pour éviter l'épuisement psychologique ou physique, eh bien, qu'il puisse être accompagné. Si vous démarrez couvreur à 16 ans, ben c'est tout simplement d'avoir cette réalité en face de vous dire je ne vais pas exercer ma carrière tout au long. Mais par contre, qu'est-ce que je vais avoir comme accompagnement pour faire à un moment donné de pouvoir bifurquer vers autre chose et pouvoir peut-être enseigner son savoir qu'on a justement pu assimiler au fur et à mesure de ces années. C'est comment on trouve ces passerelles. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous êtes engagé dans une vie professionnelle, de pouvoir avoir cette passerelle qui vous permette de pouvoir continuer votre vie professionnelle, mais d'une autre manière, ça, c'est très compliqué. Donc, il faut, quelque part, lever tous ces obstacles et faire en sorte que ce soit un peu plus fluide et qu'on aborde cette vie professionnelle comme un moment d'épanouissement. Et comme je vous disais, et je me le répète, mais qu'on ne nous enchaîne pas pour un nombre d'années ou un nombre d'annuités ou un nombre de trimestres, mais bien qu'on soit à un moment où on va s'épanouir. Et c'est pareil pour la fin de carrière professionnelle. C'est brutal. Il y a parfois un âge où on aurait envie... effectivement, d'avoir un moment pouvoir profiter, mais également pouvoir encore avoir un rôle dans la société. Alors les associations se sont inquiétées il y a quelque temps en disant voilà, si on allonge l'âge de départ à la retraite, concrètement si on part à 64 ans, est-ce que les gens qui partiront auront envie par exemple de continuer une vie de bénévolat derrière, alors que quand on part un petit peu plus tôt à la retraite, ben les 2-3 ans que l'on gagne, on peut les consacrer à une association, à de l'entraide, à beaucoup de choses. Est-ce que c'est aussi un paramètre à prendre en compte? Posons la question aux générations qui nous ont succédé et à l'âge où elles partaient et avec l'espérance de vie qu'elles avaient. Je crois que l'idée, c'est pas de reproduire ce qui a eu lieu dans le passé, mais c'est de tenir compte en fait de l'évolution de la société. Et c'est pour ça que je vous dis que derrière cette rupture brutale, peut-être qu'elle est à travailler. Peut-être que du coup, effectivement, il y a un moment où on peut avoir un taux qui ne soit plus plein, mais qui soit à mi-temps, mais que derrière, je puisse également m'investir dans de l'associatif, tenir compte en fait du bénévolat. Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de la crise du bénévolat. C'est aussi d'en tenir compte en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'investissent. Peut-être qu'il y a une reconnaissance à avoir, parce qu'ils sont aussi importants, aussi bien à l'échelle d'une collectivité. Moi, je le dis toujours, si on devait remplacer tous nos bénévoles par des agents pour pouvoir contribuer à l'attractivité qu'ils apportent au territoire, ça coûterait davantage et on ne percevrait pas de la même manière. Alors, autre grand sujet que les Français vivent au quotidien, c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il y a une grande difficulté. Il y a aussi une difficulté économique, on le voit bien, alors qui n'est pas seulement à l'échelle de la France, c'est plus vaste, c'est aussi à l'échelle européenne. Beaucoup d'entreprises ferment des sites. Il y a une forme de repli finalement économique. Aujourd'hui, il y a une attente économique des entreprises ici en France, voilà, pour voir comment va se stabiliser la vie politique. Est-ce que là aujourd'hui, il faut aussi que le monde politique, cette fois-ci je m'adresse directement au monde politique, prenne conscience que tous ces blocages, finalement ça bloque la société, ça empêche aussi peut-être de mettre en place des dispositifs, là aussi sur le pouvoir d'achat, on va pouvoir en dire un mot. Est-ce que finalement il faut arriver à un déblocage rapide? Ah mais c'est même vital. C'est vital. Aujourd'hui en fait, si on fait un petit retour en arrière, 2024 c'est une dissolution, une chute du gouvernement. Concrètement, c'est une loi d'orientation agricole qui ne sort pas. C'est un budget qui ne sort pas. Avec, pour celui-ci, par exemple, je pense à l'élargissement du prêt à taux zéro. C'est aussi une manière de pouvoir relancer la filière bâtiment. Donc, en fait, vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles réclament les entreprises? De la stabilité, de la visibilité, et puis aussi que chacun prenne ses responsabilités. Et je crois que la plus grande des responsabilités, c'est de pouvoir œuvrer pour faire avancer le pays, et pas de pouvoir avoir des postures pour le bloquer.
Et aujourd'hui, le souci, c'est qu'en plus, ces groupes qui sont là pour bloquer, ce sont à eux qu'on déroule le tapis rouge pour aller s'exprimer. Imaginez, en fait, peu importe sous l'ère Mitterrand ou sous l'ère, j'ai envie de dire, Chirac, qu'on aurait eu Georges Marchais et Jean-Marie Le Pen, paix à son âme, ou Monsieur Krasuki, pour pouvoir commenter l'actualité. Mais les Français, dans le petit poste de télé qu'avant, qu'il y avait que 3 chaînes, de 20h à 20h30, entendent déblatérer sur le gouvernement de ce qu'il mettait en place, quelque part, vous auriez également le même sentiment que tout est bloqué. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, il faut avoir des députés qui soient responsables et laisser la part de ceux qui sont irresponsables sur les côtés. Alors, ceux qui sont irresponsables, concrètement, c'est les filles à vouloir absolument censurer le gouvernement? Aujourd'hui, en fait, on est pris dans une course à l'échalote où vous avez d'un côté la France impopulaire, la France insoumise, qui veut justement avoir des élections le plus rapidement possible avant que d'autres candidats se présentent face à leur mentor, M. Mélenchon. Et de l'autre côté, vous avez effectivement le RN qui souhaite également des élections anticipées pour d'autres raisons plus judiciaires pour arriver au même endroit, je veux dire, à la présidentielle. Je crois qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément des élections. On n'est pas non plus, on n'est pas à la recherche d'élections tous les 3 mois, mais ils veulent des résultats du concret. Et préoccupons-nous du quotidien des Français avant de se préoccuper du quotidien des partis. Avec quand même des propos violents de Jean-Luc Mélenchon hier sur Twitter et sur sa chaîne. C'est son fonds de commerce. YouTube, où il a fustigé de cris de putois. La gauche voilà, cris de putois, c'est le terme employé. La gauche, en l'occurrence le Parti socialiste, qui avait choisi de ne pas voter la motion de censure. Pour vous, le Parti socialiste a été responsable sur ce non-vote de la motion de censure? Oui, je pense qu'ils sont aujourd'hui responsables, parce qu'en fait, on est avant tout pour pouvoir trouver des consensus. Vous savez, en fait, la différence entre ces élus nationaux et des élus locaux, c'est que lorsque vous êtes amené à mener un projet à l'échelle locale, vous allez composer avec les riverains, avec votre opposition, avec les contraintes techniques auxquelles vous pouvez être confrontés. Mais vous n'avez qu'un objectif, c'est d'avancer et de faire des concessions. Là, en fait, le but, c'est que chacun veut son budget. Mais on ne va pas diviser la France en autant de groupes qui composent l'Assemblée nationale. Il faut trouver un budget sur lequel on puisse s'entendre sur certaines concessions, accepter que certaines, on soit amené à les revoir à la baisse, et puis d'autres qu'on les revoie à la hausse, même si on souhaitait pas forcément au départ aller dans ce sens. Et je crois que c'est ça, cet équilibre démocratique, c'est le moment du débat, et pas des postures. Je donne un exemple, ces fameux 4000 emplois dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, en fait, force est de constater que nous avons un problème dans l'éducation nationale. On ne cesse de dégringoler dans le niveau de performance de nos élèves, de notre avenir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour que justement, cette fois-ci, on soit dans une pente ascendante et l'encadrement peut-être en faire partie. Après, ne pas supprimer 4000 emplois, vous savez que quand on les supprime pas, c'est juste que des gens qui ne sont pas remplacés. Maintenant, en fait, après, il nous faut avoir au moins 12 000 candidats pour qu'on n'ait pas un niveau par le bas. Donc, c'est comment on fait aussi pour retrouver l'attractivité de ce métier qui est essentiel pour la formation et l'éducation de nos générations à venir. Alors, l'éducation, c'est important. Il y a aussi la santé. On entend beaucoup les Français, mais plus près de nous, la santé, le logement, les Bretons sur le logement, sur beaucoup de... Et quand on discute un petit peu hors micro avec les gens que l'on croise, nous, les journalistes, on nous dit, mais oui, mais vous vous rendez compte, les politiques, ils se rendent pas compte de ce qu'on vit au quotidien. Cette manière de se rendre déconnecté. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement constaté. Mais moi, quand je pars le matin, le mardi matin à Paris, ou que je reviens le jeudi ou le vendredi, je suis confronté à la réalité. Moi aussi, j'ai un médecin traitant. Moi aussi, je l'entends. Moi aussi, également, je peux me rendre compte, si je dois prendre un rendez-vous, que c'est devenu le parcours du combattant. Et d'ailleurs, c'est pour cela, en fait, que l'idée, c'est de pouvoir justement apporter une solution au quotidien des Français, où on place au cœur du dispositif non plus les professions paramédicales, mais le français. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a besoin? De pouvoir avoir un médecin traitant à 5-10 minutes de chez soi et à moins d'une semaine,
Et de la même manière, si on élargit, pour tout ce qui est spécialiste, il faut qu'on retrouve des délais convenables dans un temps convenable et surtout en fait avec cette idée que ce parcours médical il doit être fluidifié et pour cela on doit y apporter des solutions. Les hôpitaux aujourd'hui également, ils ont une santé financière qui est critique. Comment on fait pour que justement on fasse que lorsque je me rends à l'hôpital, ce soit pas non plus un parcours du combattant avec toutes ces personnes dévouées qui aimeraient accueillir dans de meilleures conditions, mais qui sont contraints de plus le faire aussi bien qu'ils le voudraient et parfois de quitter cela parce que la vocation à un moment, ça a ses limites. Alors justement, il y a aussi, au-delà de l'hôpital, de la santé, il y a le parcours administratif de monsieur, madame, tout le monde. On a entendu avec beaucoup d'intérêt le fait que le Premier ministre souhaite une simplification administrative. Alors, pas seulement pour tout un chacun, mais aussi dans les administrations elles-mêmes. Alors, on lui a reproché aussi de vouloir créer une agence pour simplifier, alors qu'il veut supprimer beaucoup d'agences qui coûtent très cher. Ça c'est une petite erreur de parcours ou c'est vraiment utile? Si l'on recensait le nombre d'agences qui est créé... on parle d'un millier d'agences, quand même. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. En créer une pour pouvoir diviser par 2 ou en réduire d'un quart, me paraît pas non plus totalement aberrant. Même si, vu comme ça paraît aberrant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un effort à trouver, mettre plus de fluidité dans les pouvoirs de décision, faire en sorte que l'ingénierie, elle soit présente au bon endroit pour justement assister les collectivités, ou parfois renforcer les collectivités sur le mode ingénierie. Moi, je proviens du monde de l'ingénierie. Effectivement, il y a parfois à s'y perdre lorsqu'on est amené à mener un dossier et qu'on doit le présenter à plusieurs interlocuteurs qui auront tout pouvoir de décider si oui ou non on continue le projet. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Est-ce que c'est une agence? On peut lui donner aussi un temps limité pour pas qu'elle soit pérenne dans le temps, cette agence. Mais je crois qu'il y a un effort de l'optimisation de l'action du service public. Il y a des dépenses qui sont importantes et parfois, en fait, les résultats ne sont pas forcément perceptibles. Donc, c'est comment renforcer l'action de ces résultats et peut-être que ça passe par une réflexion sur l'optimisation de l'action publique et le choc des simplifications. Tout le monde est contraint par la complexité de son dossier dès lors qu'il a affaire à l'administration, que ce soit pour sa prime rénov, que ce soit l'agriculteur pour justement obtenir ses aides, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les médecins. Enfin, aujourd'hui, si vous posez la question à chacun des métiers, chacun est contraint par une accélération et en tout cas une augmentation de la part qu'il doit donner à l'administration. Voilà, et tout ça, ça aussi renforce l'activité des fonctionnaires. Donc faisons en sorte que chacun passe moins de temps pour une action optimale de chacun. C'est-à-dire que on ait des professionnels de santé qui s'occupent de soigner, qu'on ait des artisans qui s'occupent de faire de leur métier et de leurs mains, et qu'on ait également dans tout ça, dans tous les domaines, qu'on soit dans une action efficace de chacun. Voilà, l'idée peut-être de ne pas envoyer 10 fois le même papier à 10 administrations différentes. Exactement. Ça peut peut-être être intéressant. Voilà, je passe le message. Il y a aussi l'échelle locale. Je sais que vous êtes attaché à l'échelle locale. Et cette échelle locale, aujourd'hui, elle est un peu malmenée. On voit les maires qui jettent l'éponge pour quelques-uns. Alors, pour des questions administratives et puis parfois aussi parce que voilà, la charge est importante. On leur demande beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, des fois avec moins de moyens aussi. On va voir les élections municipales là dans un an maintenant. En 2026. Est-ce que là aussi il va falloir que le gouvernement se penche beaucoup plus sur l'échelle locale, sur les collectivités territoriales qui font le travail sur le terrain finalement? Les échelons locaux, c'est tout simplement le relais de la République à l'échelon local, avec encore cette adhésion que peut avoir la population envers son maire. Et donc ça, c'est une réalité. Il faut également avoir la réflexion sur le statut. C'est pour ça que, du coup, il y a Mme Gatel, la ministre, qui va sortir ce statut local. Ça ne va pas tout résoudre. Mais, bien entendu, il faut permettre à chacune et chacun de pouvoir s'investir à l'échelon local pour pouvoir apporter les solutions que, au quotidien, les gens attendent. Et c'est vrai que ces dernières années, souvent, le maire a pu être dans ses fonctions décrié, mais par une minorité. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les jours. Et c'est pas tout le monde.
Mais par contre, en fait, dès lors qu'il y a un incident, il est largement, relayé. Pointé du doigt, souvent. Mais c'est pas le quotidien de tout le monde, heureusement. Et donc, mais maintenant, en fait, il faut bien entendu qu'il soit accompagné et que dans sa tâche, on la simplifie et que des administrations ne soient pas seulement avec des tâches régaliennes, mais d'accompagnateurs. Et je crois que chacun a un rôle à jouer. Et bien entendu qu'on espère que ce rôle soit renforcé et suscite encore des vocations chez les jeunes et les moins jeunes pour que justement ils puissent s'engager. Parce qu'à un moment, c'est un engagement. Vous savez, souvent, en fait, quand on devient élu, on a l'impression qu'on perd le statut de citoyen parce qu'on nous reproche de ne pas l'être. Non, pour moi, c'est un engagement citoyen. C'est un engagement de se dire qu'est-ce que moi je peux faire plutôt qu'aller critiquer derrière mon poste ou derrière sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que moi je veux mettre en œuvre pour pouvoir améliorer le quotidien de mon territoire. Et souvent, en fait, c'est aussi peut-être le reproche qu'on peut avoir. On se préoccupe beaucoup de ce que la France peut faire pour soi. Il y a un moment, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où qu'est-ce que moi je peux faire pour la France. La compétitivité de nos entreprises, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour que justement rendre nos entreprises compétitives? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que justement le problème du logement en France, je puisse y contribuer en redonnant confiance aux propriétaires qui va investir, en donnant des solutions plutôt qu'aller acheter une œuvre d'art ou une vieille voiture, et bien de pouvoir redonner du sens à investir dans la pierre. Il y a toutes ces questions de se dire qu'est-ce que les Françaises et les Français peuvent faire pour la France pour la sortir de cette impasse, parce qu'on a des blocs autour qui se renforcent. On a l'effet Trump, on a les Chinois qui sont déjà bien implantés partout. Et donc, c'est comment on fait pour que justement cette France, cette Europe, elle soit unie, pas divisée comme certains voudraient, avec des milieux populistes de plus en plus prégnants. Et comment on fait pour que on redonne du sens à notre action, à ce qu'on gagne. Aujourd'hui, en fait, la moyenne, alors c'est pas vrai pour tous les ménages, parce qu'il y a des ménages qui sont en difficulté à la fin du mois. On arrive à un record mondial de 19% de crédit. Il y a plus de 6 000 et quelques milliards qui sont placés en France. Donc, il y a une réflexion à avoir pour redonner confiance, pour investir pour la France et faire en sorte que chacune et chacun apporte sa pierre à l'édifice. On peut imaginer, comme ce fut le cas dans une époque pas si lointaine que ça finalement, que l'État relance cette idée des grands emprunts pour l'industrie, pour la transition écologique. On peut imaginer cela ? En tous les cas, il faut vraiment ne pas se l'interdire. Parce que, quelque part, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on est en France ? On a un beau pays. Après, il n'y a que ceux qui le quittent qui s'en rendent compte. Mais aujourd'hui, ne rendons pas la vie plus complexe qu'elle ne l'est. On a envie d'y grandir, d'y être soigné, de s'y épanouir professionnellement, et puis, bien entendu, d'y vieillir. Et aujourd'hui, c'est parfois un parcours de combattant pour chacune de ces étapes. Et donc, il faut changer de ces modèles et redonner confiance en la France. Avec des grands chantiers, alors on parlait de transition écologique, c'est l'inquiétude de demain, l'environnement. Disons que c'est une colonne vertébrale, l'environnement. Après, ça ne doit pas être quelque chose de punitif. Et aujourd'hui, en fait, il y a des marches à franchir. La France y contribue largement. Maintenant, en fait, il ne s'agit pas que ces marches deviennent des murs et fassent qu'elles nous amènent dans le mur. Tout le monde sait que toute décision qui doit être prise doit tenir compte de l'environnement, mais en fait, ça ne doit pas être non plus un blocage. Et je crois qu'aujourd'hui, on est souvent confronté à des prises de position peut-être un peu trop extrêmes, et qui parfois créent de la frustration. Je pense qu'il nous faut, par exemple, je voyais sur les ZFE, faut pas oublier, les ZFE, c'est donc les zones à faible émission pour les grandes métropoles. Faut pas oublier qu'à l'intérieur, vous avez des gens qui vont peut-être avoir besoin de leur véhicule tous les jours, parce qu'ils travaillent en périphérie, mais que si le soir ils peuvent pas y rentrer, ils vont faire comment? Ils vont pas dormir dans la voiture. On reproche déjà de certains de travailler, de ne pas pouvoir se loger. Mais si en plus on leur empêche de pouvoir rejoindre leur logement parce qu'ils n'ont pas la voiture adéquate, voilà, il y a des réglementations. Il faut à un moment poser le constat de est-ce que c'est possible? Est-ce que je n'y mets pas une marche supplémentaire plutôt qu'un mur qui va être infranchissable? Avec des gens qui ne pourront pas toujours s'acheter une voiture électrique, ça coûte cher finalement. Mais exactement. Donc ou alors, si c'est un souhait, je mets l'accompagnement en face pour que ça puisse être possible. Mais pas rendre les choses impossibles au point que la personne doit se reloger ailleurs parce qu'il ne peut plus accéder à son logement. C'est ubuesque. Alors, il y a des questions de transport, évidemment, on l'aura compris. Là aussi, ça va être le grand enjeu de demain. Et puis,
il y a une autre question, c'est la technologie. On dit beaucoup aujourd'hui, voilà, la recherche, on laisse partir nos jeunes cerveaux à l'étranger, et nous, on a plein de capacités, on les utilise pas. On pense à l'intelligence artificielle qui se développe très vite, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays d'Asie. La France j'allais presque dire, a son mot à dire dans ce développement de l'intelligence artificielle et des toutes nouvelles technologies. Oui, c'est typiquement, vous parlez de nos jeunes qui s'en vont et parfois réussissent ailleurs alors qu'ils pourraient réussir chez nous. C'est comment faire en sorte que cette jeunesse qu'on forme, elle puisse apporter sa contribution à l'avenir de la France. Et comment on fait pour que justement ces technologies nouvelles qui apparaissent, qui sont déjà bien présentes, eh bien on s'en saisisse plutôt qu'on les voit comme un ennemi. Non, il faut vivre avec son temps, et donc on sait que ça va bouleverser notre avenir, notamment sur certains métiers, mais il faut justement en faire une force et pas comme une faiblesse. Et je crois qu'aujourd'hui, la meilleure des choses, c'est de permettre à nos jeunes de pouvoir s'en saisir et de faire en sorte qu'on avance avec eux pour que justement ne soit pas considéré comme un déclin de la France, mais bien une opportunité pour qu'elle continue à retrouver, on va dire, retrouver la position qu'elle a pu avoir pendant quand même pas mal de siècles. Alors, il y a quelques années, voilà, quand je dis il y a quelques dizaines d'années, du temps du général de Gaulle, il y avait eu ce fameux plan calcul qui avait permis à la France de rentrer dans le monde de la télématique, disait-on à l'époque. Est-ce qu'il faut relancer, alors peut-être pas le plan calcul, mais en tout cas relancer justement ces moyens à donner aux nouvelles technologies? Là encore, on peut imaginer un emprunt d'État pour pouvoir former de jeunes ingénieurs ou pour pouvoir monter des structures qui seraient peut-être plus faciles à contrôler aussi, en dehors de toute ingérence d'autres pays. Voilà, vous me voyez venir un peu là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il faut redonner, comme on parlait, de redonner une place à la France. Et donc, investir dans l'avenir, avec les technologies nouvelles qui interviennent, c'est pour moi une opportunité, pas une dépense. C'est un placement en l'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut rien s'interdire plutôt que subir. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à subir les avancées des autres que les avancées de la France. Donc, faut répondre aux milliardaires américains. On pense à Elon Musk, forcément. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit eux qui dictent notre avenir, mais ce soit bien nous qui nous en emparassions. Voilà. Et justement, l'idée d'un emprunt, par exemple, pour pouvoir mettre en place des structures, ça peut être là aussi une idée pour faire participer les Français à l'évolution du pays? C'est pour ça que je vous disais qu'il y a 6 000 milliards quand on parle de redonner de la compétitivité à nos entreprises. C'est comment on fait en sorte que ces 6 000 milliards, sans qu'elles puissent être considérées comme ponctionnées, puissent donner envie à des Françaises et des Français d'agir pour la France. Et de faire en sorte que ces milliards qui sont placés, elles profitent, bien entendu, à celui qui va investir, mais également à la France par rapport à tous ces enjeux qui sont capitaux si on veut continuer à avoir non seulement une place dans le monde, une place de l'Europe dans le monde qui se divise en ce moment. Il faut retrouver les bases de l'Union. Et comment on fait pour que justement chacun puisse y contribuer pour que justement la France ne soit pas simplement un pays touristique, mais bien un pays où est-ce que y ait un avenir. Voilà une attractivité finalement. J'avais envie de vous entendre, Michael Cosson, il nous reste deux petites minutes à peine, me dit notre réalisateur, sur la décentralisation. On en parle beaucoup aujourd'hui. Ça peut être aussi une clé, la décentralisation. Alors oui, mais contrôlée. Alors pourquoi je dis contrôlée ? J'étais fonctionnaire d'État. J'ai été amené aussi, je vais vous donner deux points sur lesquels, et je vais les faire très vite. Nos autorisations d'urbanisme auparavant étaient justement instruites par l'État. Sur le pays de Saint-Brieuc, 62 communes, c'était 9 instructeurs catégorie C avec un B qui les encadrait. Et aujourd'hui, on a eu une dérive. Dérive dans le sens où on est plus d'une vingtaine à avoir et cette décentralisation, elle est profitable parce que du coup, elle redonne du pouvoir au territoire, mais il faut quand même la contrôler. Et je ne parlerai pas des centres techniques municipaux qui se sont faits il y a plus de 20 ans. Et il faut optimiser l'action publique. Et oui, pour une décentralisation, oui, pour donner du pouvoir, mais contrôler pour pas que ce soit juste des crédits de fonctionnement supplémentaires.
Michael Cosson, député de la première circonscription des Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin pour l'interview politique. Merci infiniment et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.